très bien. C'est Ça bon? fonctionne. D'accord. Bon, c'est bon alors. Bon, mais bonjour à tout le monde, du coup. Désolé pour ce petit dérapage. Donc, ce que je vous ai proposé, c'était de passer un peu en revue, si vous voulez, les principales techniques dont on a besoin pour, quand on fait quand on est architecte conseil, en fait, hein, sur des opérations qui sont en général des opérations de mise en valeur des façades subventionnées. Est-ce que c'est votre cas aux personnes qui sont là? Est-ce que c'est votre cas de suivre ce type d'opération? Oui, 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 tout à fait. Oui. D'accord. Euh, alors, n'hésitez pas si vous avez une question qui vous vient entre. En gros, ce que je vous propose, après les règles, on les verra ensemble à mesure, hein, mais ce que je vous propose, c'est que je vous présente un petit peu par technique après. Et à la fin de chaque technique, je m'arrête et vous me posez des questions. Mais si vous avez quand même une question qui vient en cours de route, ça ne me gêne pas, vous me le dites et puis je vous réponds et on enchaîne parce que ça permet de comprendre ce qui se passe, quoi. Parce que là, je vais faire un résumé vraiment de notions, à peu près en une heure. Enfin, je ne suis pas sûr à 5 minutes près, mais de choses qui d'habitude me prennent plutôt 4 heures. Donc, forcément, je vais aller un peu à l'essentiel. Je vais peut-être en oublier, mais je vais essayer de faire le moins mal possible. Alors, euh, première juste mise en contexte, si vous voulez. Là, on va parler des techniques, hein, donc tout ce qui est là. Et personnellement, donc pendant 35 ans à peu près, j'ai fait du conseil sur les façades. Je faisais des études couleurs également. Et de fait, je me suis formé avec des artisans formateurs. Donc ça pour dire que, bon, comme je pense la plupart des architectes, en sortant de ma formation de base, je savais à peu près rien sur les techniques adaptées au bâti ancien, techniques à la chaux, entre autres, hein. Même si ce n'est pas les seules, c'est vrai que ce sont les principales. Et donc, petit à petit, je me suis créé une méthode. Et donc, c'est pour ça que je vous montre ce tableau, juste pour dire que on a souvent affaire à des communes qui nous demandent des palettes de couleurs. Donc, c'est ce qui se passe là. Vous voyez ma souris qui se déplace, hein? Oui. D'accord. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que, bon, évidemment, on fait toujours une palette de toute façon. Dans tous les cas, on y arrive. Mais personnellement, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant sur le fond quand ces couleurs-là, on arrivait à les rattacher à des techniques, à des matériaux. Et ces techniques, ces matériaux, évidemment, ils sont aussi liés à une époque, donc à une architecture et une typologie. Donc finalement, je n'ai pas évidemment mis ça en place, en forme au début, hein. Ça a été au bout de, je ne sais pas de combien de temps, mais plus de 10 ans sûrement. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine logique qui paraît évidente, comme ça, là. C'est que on a d'abord au départ une architecture avec une certaine typologie et avec des paramètres selon la qualité de l'architecture, soit qui font référence à de l'architecture locale, régionale ou plus largement, disons, nationale par époque. Ça, c'est donc un ensemble de caractères au départ. Et évidemment, cette architecture, elle avait dès le départ certaines techniques qui étaient appliquées dessus. Alors, si c'est de la pierre de taille, bon, ben, c'est assez simple. Puisqu'on a à la fois la technique, je dirais la typologie, souvent néoclassique, qui va avec, et puis on a du coup la couleur, puisque la couleur c'est celle de la pierre, quoi. Donc on a à la fois tous les problèmes techniques de la pierre de taille, donc comment je la nettoie, comment je la restaure, comment je la change, quand est-ce que je la change pas, etc. Et puis la couleur vient toute seule, puisqu'elle elle est donnée par le matériau lui-même, quoi. Donc ça c'est un cas très simple où on voit bien que j'ai construit en pierre de taille, j'ai les questions techniques qui vont avec automatiquement, et j'ai de fait aussi les couleurs qui vont avec. Après, il y a toutes les architectures qui sont enduites et non pas en matériaux bruts. Et auquel cas, les techniques, alors là, on peut se dire, bon, j'avais mon architecture au départ quand elle a été construite. Ça m'a donné de toute façon quelque chose qui est resté forcément, c'est-à-dire la nature des murs qui sont là, quels que soient les revêtements aujourd'hui que j'observe dessus. Mais à l'origine, ces murs-là, ils avaient une certaine, ils étaient traités d'une certaine façon. Ils pouvaient être simplement rejointés, ils pouvaient être enduits avec des choses assez rustiques ou beaucoup plus travaillées. Souvent, on parle de techniques des fois paysannes ou artisanes pour différencier d'ailleurs ces différents niveaux de finesse dans le travail. Et ces techniques-là, donc, qui sont liées, qui étaient d'autant plus à l'époque liées à des matériaux, ça induisait souvent des couleurs, mais les couleurs, même si, alors en gros, évidemment, ça vous le savez sûrement, c'est que les couleurs, en gros, il y a deux familles, c'est les couleurs de l'environnement qu'on retrouve sur les façades, finalement, qui arrivent là principalement par les sables et par les terres crues, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, hein, évidemment, des sables terreux ou des patines qui se sont faites naturellement dans le temps.
mais on avait aussi, la couleur peut aussi venir soit de hasard, des fois tout simplement de l'approvisionnement de pigments, soit d'habitude locale, soit de matériaux évidemment plus faciles à approvisionner que d'autres, et donc de pratiques relativement régionales. C'est toujours assez délicat cette notion de palette, alors régionale, je ne sais plus comment disent les industriels, mais ça, ce n'est pas un autre problème, mais c'est pour dire que les questions de couleurs régionales sont très relatives. Des fois, effectivement, il y a vraiment des spécificités parce qu'il y a entre autres des matériaux caractéristiques, je ne sais pas, de la brique cuite, des choses comme ça, ou des pierres ou du granit ou autre. Bon. Mais vous voyez bien là qu'il y a un enchaînement logique. Et dans l'idéal, quand on intervient, on aimerait, on y arrive rarement, retrouver les couleurs qui sont amenées par les techniques qu'on a restituées d'origine, avec les matériaux les plus proches, ce qui est souvent difficile, des matériaux d'origine, mais on peut s'en approcher. Et donc, on peut recoudre un petit peu tout ça ensemble. Le risque principal étant qu'en fait, on restitue une palette, on donne des couleurs. De toute façon, personne ne dira jamais plus ou moins que ça ne va pas. En général, ils se plaignent plutôt si on ne donne pas assez de couleurs parce qu'ils veulent pouvoir choisir. Mais ce choix-là, il se base en fait sur des couleurs qui, même si on l'a fait très soigneusement, sont souvent dénaturées à l'arrivée puisqu'elles ne respectent plus les techniques et les matériaux dans lesquels elles étaient incarnées à l'origine. Voilà, ça c'est juste pour vous donner la philosophie générale de l'approche. Mais là, aujourd'hui, je vais plutôt parler des techniques elles-mêmes. Sur ce point-là, je suppose que c'est clair pour vous. Est-ce que vous avez des points d'interrogation, des remarques? Vos micros sont coupés, hein, alors si vous voulez parler, par définition, vous êtes obligé de les activer. Est-ce que par hasard, vous ne pourriez pas les activer? Parce que je vois qu'ils sont tous rouges. Non, c'est bon. Je n'avais pas de questions pour l'instant. D'accord. Bon, donc je continue. Hein. Donc, comme je sais maintenant que vous pouvez poser des questions, si vous en avez envie, il n'y a pas de problème, je continue. Donc ça, c'est juste pour vous donner le contexte. Alors, première aussi au niveau introduction, pour relativiser la perte de savoir-faire, malheureusement, que l'on a, puisque moi, je me suis rendu compte, j'ai commencé à travailler dans ces domaines-là quand l'école d'Avignon, je ne sais pas si tout le monde les connaît, l'école d'Avignon, et quand elle a commencé un peu à redécouvrir toutes ces techniques-là, donc il y a à peu près 40 ans, hein, pour simplifier, et donc on partait un peu de zéro. C'était l'époque où sur les façades, on faisait du brut de projection, qui n'était même pas d'ailleurs à partir de chaux, puisqu'il n'existait à l'époque plus que des chaux artificiels. Et donc, on s'est rendu compte que toutes les techniques, et pourquoi elles avaient été perdues, c'est parce que tout simplement, après les 2 guerres mondiales, il y avait tous ceux qui étaient tout simplement morts à la guerre avec leur savoir-faire. Mais le pire, surtout, c'est que ceux qui avaient encore du savoir-faire ont considéré, vu les promesses, entre guillemets, que le ciment semblait apporter, c'est-à-dire de résistance, de dureté, d'étanchéité. Grosso modo, on considérait que le bâti ancien, bon, si on allait lui mettre du ciment dessus, c'était peut-être pas très esthétique, mais on pourrait toujours peindre, et que de toute façon, voilà, on allait comme ça le conforter, quoi. Bon, évidemment, au bout de quelques années, d'autant plus vite quand il y avait de l'humidité, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Mais c'est pour ça qu'après-guerre, donc avec le développement à grande échelle du ciment, ceux qui avaient encore un savoir-faire à base de ces techniques à la chaux, on ne leur demandait finalement pas de le transmettre, quoi. Et le patrimoine lui-même était traité, même les architectes des bâtiments de France, souvent, acceptaient des enduits au ciment sur du patrimoine parce qu'ils ne se rendaient pas encore compte des problèmes techniques que ça posait, quoi. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un exemple pas d'une façade, ça c'est l'intérieur d'une maison. Si vous avez lu dessous, vous avez vu, c'est à Délos, en Grèce, à côté de Mykonos, et c'est un enduit qui est un peu comme celui que l'on lit dans les livres, c'est-à-dire on dit avec X couches dégressives de plus en plus grosses au départ, enfin, grosses au départ et puis plus fines à la fin. En gros, des enduits comme on n'en voit quasiment jamais. Et là, on voit bien qu'il y a au moins une ou 2 couches déjà avec des gros grains, y compris de la terre cuite. Ça, c'était pour amener ce qu'on appelle une prise puzzolanique. Après, on a encore un peu des grains, mais un peu plus fins. Et puis, on voit bien qu'à la fin, il y a carrément, même pas un badigeon, il y a une patine. Là, on était à l'intérieur de la maison. Et donc, c'est quelque chose qui a 2200 ans et qui prouve à quel point il y avait une maîtrise. Et cette maîtrise, d'ailleurs, on s'en rend compte aussi quand on regarde les ruines souvent
différentes villas ou autres romaines, il y avait la capacité à faire marcher, fonctionner les techniques à la chaux dans des conditions d'humidité où aujourd'hui, on ne va surtout pas s'y risquer parce qu'on ne maîtrise pas du tout ce qui se passe, quoi. Donc voilà, c'est juste pour relativiser un petit peu à la fois le fait qu'il y avait une très grande connaissance et maîtrise de ces techniques. Bon, d'une certaine façon, il n'y avait pas le choix puisqu'il n'y avait que ces techniques-là à l'époque, enfin, en dehors de la terre crue et de tout ce que vous savez d'autre. Hein, mais je veux dire par là, il y avait quand même des matériaux de base et il n'y avait pas tout le côté industriel. Et donc, cette maîtrise-là, on l'a redécouverte peu à peu, seulement lentement, très lentement. Moi, c'est en travaillant avec des artisans formateurs que j'ai découvert carrément, parce que je ne les connaissais pas, toutes ces techniques. Alors là, ce qu'on va voir, là, si vous voulez, ce que je vous propose de voir, c'est un petit peu ce que j'appelle des fois panorama des techniques à la chaux. Donc, on est sur des murs. Alors, je mets murs en pierre, hein, parce que je vais parler un petit peu de la pierre de taille, mais l'essentiel des problèmes techniques qu'on a à résoudre, pierre de taille, bon, à la limite, il y a encore quand même assez de tailleurs de pierre et il y a des entreprises spécialisées qui font que on peut en trouver, quoi, hein, pour faire ce travail proprement. Par contre, sur tout ce qui est enduit, peinture à la chaux, peinture badigeon ou autre, et travaux un peu fins dans différentes techniques, effectivement, là, on a beaucoup plus de mal à trouver des artisans. Donc finalement, c'est pour ça que je parle de murs en pierre, alors pas tant de pierre de taille, mais pierre souvent de tout venant, avec des joints plus ou moins larges. Alors il y a aussi les pierres équarries qui sont entre les deux, hein, avec des joints qui sont plutôt de l'ordre de la largeur d'un pouce, disons, qui sont quand même taillés, mais grossièrement. Et donc à partir de ces murs-là, on va se poser la première question, est-ce que je laisse ces murs-là avec les pierres apparentes? Donc les pierres équarries, comme je vous disais, des joints entre 1 et 2 cm, ou la pierre de taille qui va entre 0 presque, puisque les pierres des fois sont jointives, jusqu'à 5 mm à peu près. Donc ça, c'est un premier critère, bon, premier repère, disons. Pour les pierres équarries, j'en parle juste rapidement comme ça. Moi, j'ai eu des cas, en gros là, le choix de mettre ou pas un enduit par-dessus va dépendre de beaucoup de paramètres, mais parmi lesquels il peut y avoir le fait que si les encadrements ne sont pas en relief, on va avoir toujours de la difficulté quand on met un enduit à traiter comme il faut les raccords, disons, on va vraiment tout cacher. Or, s'il y a un intérêt archéologique éventuellement, dans ces cas-là, on peut être tenté avec des pierres équarries de les laisser apparentes. Du point de vue purement technique, donc ça c'est plutôt des critères de doctrine ou architecturaux. Du point de vue strictement technique, c'est en fait variable selon l'exposition de la façade. Moi, j'ai eu beaucoup de cas où ça fonctionnait sans problème de faire simplement des joints pleins et de ne pas enduire. Et puis, j'ai eu un cas où ça n'a pas marché, dans le sens où la façade étant explosée au vent dominant, donc ça veut dire pluie battante quand il pleut. Et alors, plus le fait que ces murs-là, en plus, ne sont pas des murs épais souvent, puisqu'ils font l'épaisseur de la pierre, on a eu des pénétrations d'eau derrière, et donc y compris des revêtements intérieurs à refaire. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois, ça veut dire que ça peut arriver quand même, mais que donc là, dans ce cas-là, c'est plus la notion d'exposition de la façade au vent dominant, qui va être le critère, plus les critères archéologiques ou architecturaux, hein, tout simplement, plus généraux, disons, selon le type de façade. Donc ça, c'est une petite remarque là-dessus. La pierre de taille, bon, évidemment, on ne va jamais l'enduire. Par contre, peut-être aussi un petit détail, on pourra avoir des façades en pierre de taille, sauf le parement qui ne sera pas en pierre de taille, mais qui sera en enduit aspect pierre de taille, donc avec un faux parement. Et dans la même logique que je vous montrais au début, architecture, technique et couleur, dans ce cas-là, non seulement la couleur, la logique, c'est d'être d'une couleur d'une pierre de taille, sauf s'il y a des exemples historiques différents qui font que bon, on a une raison de ne pas faire ça. Et également, donc, la couleur de la pierre et puis le type de joint, disons le type d'appareil, on va le dessiner en tenant compte en faisant l'hypothèse que c'est une vraie pierre, alors que c'est un enduit, évidemment. Alors, on va du coup prendre un sable d'une teinte la plus proche possible de la pierre en question. On va faire des joints souvent engravés, c'est-à-dire taillés dans l'épaisseur de la finition, et dans l'idéal, reboucher ensuite pour que vraiment on ait un aspect de blocs de pierre posés les uns sur les autres. Alors que si on se contente d'inciser, on voit tout de suite d'abord que c'est du faux. Et alors d'autres fois, on rencontre par contre aussi des fois des faux parements qui sont simplement dessinés.
Bon, mais là, on le voit que c'est dessiné. Bon, il n'y a pas de... Mais inciser, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, au niveau esthétique, ce n'est pas terrible. Et en plus, ça fait des pénétrations d'eau. Donc, il vaut mieux, si on doit faire vraiment un recul pour pouvoir recharger le joint, de faire carrément d'un coup de visqueuse dans l'enduit de finition sec. Et on revient reboucher. Et là, on a vraiment l'aspect d'une pierre. On le verra sur des exemples en photo sur les questions de reprise de pierre. Donc ça, c'est juste pour vous parler des hypothèses différentes qui peuvent se présenter. Quand on a donc des pierres où l'on a différentes raisons qu'on va voir d'enduire, donc souvent ce sont donc des pierres de tout venant, ça veut dire des joints larges. Dans ma région, moi j'ai beaucoup travaillé dans le sud de la France, enfin Languedoc-Roussillon à l'époque, mais aussi également sur Bayonne. Bon, là, il y avait du pan de bois sur Bayonne. Sur Saint-Tropez, c'était aussi des murs de pierre de tout venant. Sur Chambéry également. Bon, là, il y avait un peu de tout. Il y avait aussi des pierres de taille. Il y avait aussi de la pierre de tout venant enduite, évidemment. Donc, dans ces cas-là, moi, j'ai constaté que souvent, contrairement à ce qu'on lit, on parle de murs ourdés à chaud et à sable. Souvent, à l'époque, ils montaient les murs, les pierres des murs, avec tout simplement de la terre crue. Parce que si on regarde l'épaisseur des murs, la pierre étant de tout venant, donc non taillée, finalement posée un petit peu comme si on faisait de la pierre sèche, la différence étant que l'on met entre les pierres de la boue, finalement. Pourquoi on faisait ça? C'est parce qu'à l'époque, la chaux était un produit très cher. C'est un peu comme si aujourd'hui on payait un sac de chaux 100 €. Et auquel cas, on en met le minimum et on le met sur la partie protection donc de l'enduit et on ne va pas la mettre dans la masse des murs. Moi, les fois où j'ai trouvé vraiment de la chaux, où c'était indiscutable, dans la masse des murs, c'était des châteaux. Donc finalement, ça veut dire des endroits où la main-d'œuvre était gratuite, hein, de fait. Et donc du coup, bon, voilà, le seigneur pouvait se payer, façon de parler, la chaux puisque c'était une main-d'œuvre gratuite qui faisait ça. La plupart du temps, sinon, c'est de la terre crue. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si on doit monter des murs comme ça, on va le faire à la terre crue. On va évidemment le faire avec une chaux hydraulique. Chaux hydraulique, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce que il faudrait beaucoup plus de temps. Mais chaux hydraulique, par défaut, c'est une chaux hydraulique, ce qu'on appelle 3,5, 3,5. C'est la chaux de force moyenne, disons. La chaux, la NHL 2, moins forte, donc, étant plutôt utilisée sur des supports faibles, où il y a beaucoup plus de terre crue, ou carrément que de la terre crue. Et puis les chaux fortes, la chaux forte NHL 5, moi je considère que, enfin, dans ma région c'est sûr, on n'a absolument pas besoin d'une chaux de cette force-là, c'est beaucoup trop. Ça n'a pas d'intérêt, puisque dès qu'on aura quelque chose qui monte trop en résistance, on va perdre en souplesse, et on va perdre aussi en porosité, en perméance, c'est ce qu'on appelle. Donc du coup, la chaux 3,5 par défaut, si on ne précise pas, pour les joints et pour le corps d'enduit et pour le gobetis, c'est la chaux hydraulique 3,5 qu'on va utiliser. Si on voulait utiliser des chaux aériennes dans les couches, la couche de finition, évidemment, il n'y a pas de problème puisque la prise aérienne, par définition, elle a besoin de l'air et la couche de finition est exposée à l'air, rien ne va venir par-dessus. Si c'est un badigeon, je veux dire, c'est tellement peu épais que ça ne va pas bloquer du tout la prise de la couche de finition. Mais par défaut, dessous, comme on ne va pas attendre des mois, ni faire souvent de mélange avec des charges pouzzolaniques qui pourraient donner de l'hydraulicité en fait, à de la chaux aérienne. Sur les chantiers, de fait, on travaille avec une chaux NHL, donc chaux hydraulique, 3,5, de force 3,5, moyenne. Je vous dis ça pour résumer hein, un petit peu. Et on va faire avec ça autant des joints que... Alors, les joints, de toute façon, on va les faire dans tous les cas, même si on fait un enduit après, puisque je trouve que dans la logique du travail, c'est intéressant de pouvoir de se dire, avant même de faire le gobetis, je restaure le support, c'est-à-dire je ramène les joints qui sont éventuellement abîmés, dégradés. S'ils tiennent, on les laisse. S'ils tombent en poussière un petit peu, disons, soit parce qu'ils ont été enfermés derrière du ciment qui fait que l'humidité les a désagrégés, soit parce que tout simplement l'enduit a plus d'un siècle et puis dans certaines situations, ils seront encore très stables, même si l'enduit à la chaux devant a été abîmé. Mais dans d'autres cas, ils seront aussi dégradés, surtout en partie basse quand il y a de l'humidité. Et donc, ces joints-là, dès qu'ils ne sont pas assez stables, on va les gratter. Souvent, on dit sur 3-4 cm, enfin ce qui vient en fait. Et puis, on va recharger avec la chaux hydraulique et le sable, évidemment,
pour revenir au niveau des pierres. Ça, c'est important de le faire avant parce que si on ne le fait pas avant, ça veut dire que sur la zone du joint, je vais avoir 2, 3 ou 4 cm de profondeur de masse de joint sur une certaine épaisseur. Et si j'enchaîne trop vite mon gobeti et puis mon corps d'enduit, je vais avoir une masse de mortier à cet endroit-là, alors qu'au niveau de la pierre, mon corps d'enduit, qui fait minimum 1 cm, c'est la règle du jeu, entre 1 et 1,5 cm, là, il fera que 1 ou 1,5. Et puis sur le joint, il va faire d'un seul coup 4 ou 5, le mortier, 4 ou 5 cm. S'il n'a pas séché suffisamment, je vais toujours avoir des risques de fantômes en finition. J'ai vu il n'y a pas longtemps là, une façade où c'était ce problème-là. Donc, on a toujours intérêt de restaurer le support. De toute façon, au niveau de l'organisation du travail de l'artisan, ce n'est pas un problème. Ça veut dire on fait tomber l'enduit d'avant, on fait tomber les joints qui sont plus ou moins friables, on recharge tous les joints jusqu'au niveau des pierres. Donc, on a de quoi travailler sur l'ensemble de la façade. On laisse passer de toute façon ce qui soit stable et qui n'ait plus besoin de sécher, quelques jours en fait. Ou quelqu'un, pendant ce temps-là, il peut travailler sur le soubassement, il peut travailler sur les encadrements. Bon, on peut toujours, c'est une question d'organisation de chantier de toute façon. Et après, on attaque le gobeti, le corps d'enduit, donc toujours la chaux hydraulique, et puis les finitions, le plus possible à la chaux aérienne, avec seulement une réserve quand on est soit dans des régions où il y a un temps, disons, un climat un peu difficile, mais on considère qu'en gros, une finition à la chaux aérienne pure, il faut éviter de la faire si on risque du gel, mettons, dans les 2-3 mois qui suivent. Après, de toute façon, après, il y a toujours de toute façon le problème de finition qui peut aussi se passer mal quand on est dans des périodes trop chaudes, puisque une chose qui n'est pas forcément évidente, c'est que les chaux aériennes, bon, évidemment, elles font leur prise à l'air, au gaz carbonique de l'air, sauf que pour faire cette prise-là, elles ont besoin d'humidité. Ce qui veut dire qu'une chaux aérienne qui sèche trop vite, ça fait une chaux morte finalement, inactive, dans le sens où elle n'a pas le pouvoir de liant qu'elle doit avoir, parce qu'il n'y a pas eu l'humidité nécessaire parce que le gaz carbonique en fait ne réagit pas à sec directement avec la chaux aérienne. Il ne réagit qu'à condition qu'il y ait de l'humidité et le gaz carbonique se met en solution dans cette eau finalement et ça fait ce qu'on appelle un acide carbonique qui lui fait la réaction avec la chaux aérienne. Donc tout ça pour dire que du coup on peut en tirer comme pratique qu'on a intérêt à maintenir de l'humidité si on est d'abord d'éviter les périodes trop chaudes, ce qui va évidemment devenir de plus en plus compliqué, et puis sinon de trouver des systèmes pour maintenir de l'humidité pendant plusieurs jours pour que la finition ne sèche pas et qu'elle puisse continuer à finir sa prise aérienne. Ceci dit, même le corps d'enduit en chaux hydraulique, qui a aussi besoin d'eau, on peut aussi maintenir l'humidité. C'est aussi pour ça que l'on dit systématiquement d'arroser le support avant de refaire les joints, parce que ça fera de l'humidité, une réserve, ce qu'on appelle une réserve d'humidité dans la masse du mur, dans ce cas-là, dans les joints, même s'ils sont en terre crue. Et cette humidité, en ressortant, va entretenir l'humidité du joint, supposons que j'en suis qu'à ce stade-là, à la chaux hydraulique. Et ça va lui permettre de faire vraiment sa prise. Et y compris, donc on va arroser, avant de faire la finition, on va arroser donc, le corps d'enduit qui est là. Une précision au passage, le gobeti n'est jamais une couche, c'est toujours une salissure. Des fois, on dit un giclage, une soupe, on dit, c'est-à-dire ça prouve bien qu'on doit le faire très liquide. Moi, j'ai vu des fois des artisans qui, avec un godet, un sablon, faisaient quasiment la première couche, le corps d'enduit ou la moitié de corps d'enduit avec le dosage du gobeti, qui est beaucoup plus fort. Et ils remplissaient les joints en même temps. Ils faisaient tout à la fois, le joint, le gobeti et un début de corps d'enduit. Donc, c'est tout à fait mauvais puisque ça fait un dosage trop fort, puisqu'on est carrément à 1 pour 2, un volume de chaux hydraulique pour 2 volumes de sable. Et on va avec ça faire le joint, alors qu'on a besoin de quelque chose de moins dosé, donc de plus poreux, on dit perméant aussi, dans le joint et dans le corps d'enduit pour que l'humidité puisse ressortir quand elle rentre. Voilà, puisque l'on sait que le problème de l'humidité, ce n'est pas de l'empêcher de rentrer, c'est de lui permettre de sortir. C'est la seule solution qu'on a trouvée réellement efficace pour que les murs qui craignent l'humidité n'en souffrent pas. C'est que l'on sache comment elle va sortir, quoi. Donc ça, c'est juste pour parler du gobeti et pour dire que c'est vraiment une salissure pour créer une accroche sur les pierres
d'autant plus quand elles sont des pierres froides et qui n'ont pas trop de rugosité. Mais dans certains cas où, enfin moi j'avais fait, je ne vais pas la rentrer là-dedans parce que je n'ai pas le temps, mais j'avais fait une étude sur des enduits anciens qui avaient plus d'un siècle, et on se rendait compte qu'à l'époque, il n'y avait pas de gobetis du tout. Les joints, le corps d'enduit, pardon, il y avait les joints et le corps d'enduit qui étaient de la même composition, donc finalement, qui étaient faits un peu même dans la foulée. Et finalement, c'est un peu comme si le corps d'enduit rentrait comme quelqu'un qui s'accroche à un mur pour grimper. Il rentrait le mortier entre les pierres, et c'est par ça qu'il tenait, pas par collage, mais par accroche discontinue finalement, d'un joint à l'autre. Et ça fonctionnait, puisque même dans ce cas-là, on pourrait avoir sur une pierre un peu grosse un décollement de la couche d'enduit qui fait, mettons, 1,5 cm et qui sonne creux. Quand on est sur du ciment, de toute façon, en général, on a toujours intérêt de l'enlever, mais sur du ciment, on va se dire il faut le décoller parce que le ciment, il est peut-être décollé sur 1 m², alors que sur un enduit à la chaux qui est en bon état et qui est encore, supposons, stable, hein, évidemment, pas qui s'effrite, on peut décider de le garder, même s'il sonne creux très localement, parce que c'est peut-être décollé que sur la surface de la pierre, quoi. Et donc, s'il n'est pas en état de se désagréger, d'avoir perdu son liant, parce que c'est vrai que c'est une évolution naturelle des enduits à la chaux, c'est de se décalcifier, donc de perdre la chaux qu'ils ont à l'intérieur, finalement, qui se remet en solution et qui repart vers l'extérieur. Donc, si l'enduit n'a pas perdu sa cohésion, finalement, on peut, même un enduit ancien, tout à fait le garder et puis éventuellement repasser un badigeon par-dessus. Ça, je vous en reparlerai après, des badigeons. Et donc, on a vu un petit peu, bon, on est sur un mur a priori qu'on veut enduire. On a fait un gobetis très léger, qui est juste pour salir les pierres. On a restauré le support, c'est-à-dire on a rempli les joints et on attaque le corps d'enduit. Là, les observations sur des vieux enduits, pour une fois, recoupent ce qu'on voit dans le DTU, c'est que ça fait minimum 1 cm. On dit dans les creux, c'est-à-dire au minimum. En fait, c'est entre 1 et 1,5 au niveau du corps d'enduit, plus la finition qui fait en gros entre 5 et 8 mm. Donc là, on en est sur le corps d'enduit et c'est là où on passe en fait à deux alternatives, disons, qui se posent. Alors, dans les techniques les plus anciennes, moi, que j'ai eu observées en faisant mes relevés pour faire les palettes de couleurs, j'ai eu trouvé des chaulages qui étaient directement, non pas sur une finition, mais directement sur un corps d'enduit, bon, évidemment, qui avait été peut-être un peu mieux taloché, puisqu'on savait qu'on allait faire un chaulage, que si on s'était dit qu'on allait faire une finition d'enduit, puisque là, la finition d'enduit, puisqu'il y a plus de matière, je peux absorber plus de défauts que si je fais seulement un badigeon ou un chaulage. Et donc, si je suis dans le cas d'un enduit de finition, là, on va voir les différents types de finition que l'on peut réaliser par-dessus. Est-ce que vous avez sur ce niveau-là des questions éventuellement? Excusez-moi, oui. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris par rapport au gobetis. Vous disiez que si on fait le corps d'enduit directement avec les joints, ça crée une différence d'épaisseur et ça pouvait laisser apparaître des fantômes. Oui. Et par la suite, vous nous avez dit en même temps que c'était un avantage, que ça permettait donc une meilleure accroche du corps d'enduit dans la maçonnerie. Donc, en fait, sur les enduits anciens que vous avez vus avec cette technique-là, il y avait ce problème de fantôme également ou, enfin, voilà, non, mais la différence, c'est qu'à l'époque, on prenait vraiment le temps. Donc, supposons, il faisait plusieurs... En fait, on s'est rendu compte que les enduits étaient finalement ce qu'on appellerait aujourd'hui monomasse. C'est-à-dire qu'ils faisaient ils mettaient plusieurs couches successives, comme ça. Ils remplissaient les joints, ils enchaînaient, ils faisaient le corps d'enduit en une fois ou deux fois, 2 passes éventuellement. Puis ils laissaient sécher. En plus, ils n'avaient pas de machine, tout ça, donc ils allaient beaucoup plus lentement. Et puis ils savaient qu'il fallait laisser sécher l'ensemble. Donc le problème qu'on a aujourd'hui des fois de fantômes, c'est qu'ils ont enchaîné trop vite. Le joint derrière n'avait pas fini complètement de finir de prendre, disons, de sécher. Le corps d'enduit non plus, évidemment. Et ils ont fait la finition par-dessus qui était très mince, qui était peut-être aussi trop mince, ça dépend des fois. Donc c'est dans ce cas-là qu'apparaissent les fantômes, c'est parce que l'enchaînement entre je remplis les joints, je fais le corps d'enduit et je fais la finition a été trop rapide. Donc voilà. Donc quand on était dans des cas où la façade avait plus d'un siècle, hein, puisque j'ai utilisé des façades qui avaient entre 50, 100, 150 ans même des fois, pas 50 ans, puisque sinon on aurait... Enfin, de toute façon, c'était que des façades à la chaux, ça c'est sûr.
dont on savait absolument quelles étaient d'origine, les enduits qu'on observait. Et donc, il n'y avait pas effectivement ces problèmes de fantômes, plus le fait que, pas toujours, non, des fois il y avait des badigeons, des fois non, ça dépendait en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Oui, oui, merci. D'accord. Donc, voilà. Donc, je continue, si vous voulez, sur les différentes finitions. Donc, sinon, pour les enduits, sur les enduits vraiment anciens, donc plus d'un siècle pour simplifier, hein, je dis ça, j'ai eu observé soit des écholages, soit, ce qu'on va voir après, les enduits fouettés au balai. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez, vous, dans vos régions, pour les personnes qui ne sont pas dans le Languedoc-Roussillon, puisque moi, je sais que dans la région, ça c'est sûr, il y en a beaucoup. Il y en a un peu sur les façades arrière dans les Vosges. D'accord. Alors, les façades arrière, vraiment, comment dire, c'est parce que c'était des façades arrière ou est-ce que c'est parce que c'est là que c'est resté? Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on trouve des traces des plus vieilles techniques sur les parties qui n'ont pas été refaites. Les autres étant plus exposées ont été refaites parce que pour des questions X, Y, peu importe, soit de pénétration d'eau, soit de ne pas avoir l'air d'avoir une maison délabrée, quoi. A priori, peut-être un peu des deux. Là, j'ai peut-être pas assez d'expérience pour savoir. Moi, ça m'est arrivé souvent de trouver les techniques, bon, même systématiquement d'ailleurs, les techniques les plus anciennes sur les parties. Alors, d'abord, sur les parties cachées, plus ou moins, où les arrières courts. Je me rappelle qu'à Chambéry, c'était ce qu'on appellerait à Lyon les traboules, mais que, pour une raison que je n'ai jamais comprise, ils appellent les esplanades, plus ou moins, quelque chose comme ça, alors que c'est vraiment comme une tramoule, hein, comme à Lyon, quelque chose de très étroit qui traverse les îlots. Et donc, dans ces parties arrière-là, j'ai trouvé beaucoup de traces d'enduits, y compris au balai. J'ai trouvé des badigeons, j'ai trouvé des choses que je ne voyais absolument plus sur les façades principales, parce que là, elles avaient été refaites. Et l'autre situation où on trouve beaucoup plus de ces techniques-là anciennes, c'est dans les endroits qui ont été pauvres, qui sont restés pauvres, puisqu'on n'a pas eu l'argent pour refaire les choses, quoi. Et par chance, moi, par exemple, j'avais fait une étude sur l'eau des voies Larzac, et j'ai trouvé beaucoup plus de techniques, y compris des fois des techniques sophistiquées comme des stucs, alors que sur Montpellier, je ne les ai plus trouvées du tout. Et j'ai trouvé encore quelques traces, mais très, très peu d'enduits au balai sur Montpellier, mais plus du tout sur des façades principales, seulement sur des pignons, sur vraiment des recoins oubliés, quoi. Donc ça, c'est un peu général, hein. Donc tout ça pour dire que quand on trouve des techniques d'origine sur des façades qui ont plusieurs siècles, disons, moi, j'ai trouvé soit des enduits, soit des écholages, pour simplifier, surtout dans le milieu rural, évidemment, soit tout simplement des enduits fouettés au balai. Donc, après, je vais rentrer dans le détail. Là, c'est juste pour vous donner une idée d'un petit peu de ce que je vais parcourir, hein. Donc, je vous décrirai pourquoi la logique de ces techniques-là. Enduits fouettés au balai. Après, évidemment, les enduits talochés. L'évolution, moi, que j'ai observée dans mes études, c'était que les enduits talochés, ils deviennent de plus en plus tendus, c'est-à-dire vraiment très tirés, voilà, qui ne suivent pas du tout le mur, quoi, hein. Vraiment tirés, vertical, très, très talochés, très réguliers. Ça devient de plus en plus tendu, donc au cours de la fin, enfin, en gros, entre le milieu du 19e siècle et la fin du 19e, début 20e même. Après, également, j'avais observé que milieu 19e, sur le Languedoc-Roussillon, c'est que vers 1850 précisément que les badigeons colorés, le cholage, il existe bien avant, hein. Le cholage, en fait, c'est que de la chaux dans de l'eau et c'est blanc. Mais les badigeons colorés apparaissent que en 1850 et a priori, ils ont été amenés par une immigration italienne sur la région. Et donc, on les retrouve après, évidemment, sur les enduits talochés, tendus. Les stucs, c'est très irrégulier. On en trouve, enfin, moi, dans ma région, pas très souvent. Plutôt sur du bâti de qualité, disons, des maisons de maître, des choses comme ça. Puisque ça supposait là de vraiment faire appel à un maçon qui sache faire ça. Donc, ce n'était pas forcément le maçon du coin, c'était un maçon qu'on était allé chercher à la ville parce qu'on voulait se donner un air un petit peu plus en dessus de ce qui se faisait localement. Et donc, je l'ai trouvé par contre dans des milieux tout à fait ruraux, mais sur des maisons de maître ou sur des châteaux. Et donc, on va voir également une variante du stuc, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait du stuc, hein. C'est des enduits graissés. Je l'ai mis d'ailleurs dans la colonne là, des enduits talochés que l'on peut, en finition, graisser
Un enduit graissé, ça veut dire tout simplement qu'on prend de la chaux grasse. Hein. La chaux grasse étant la chaux en pâte, c'est-à-dire une vraie chaux en pâte, pas de la chaux en poudre qu'on a mouillée. Il y a une différence technique importante. Et on applique cette chaux en pâte sur l'enduit encore au frais. Je vous montrerai après comment on le reconnaît, cet aspect-là. Et donc, le stuc, c'est autre chose, puisque là, on pose carrément une finition qui est d'une composition différente de l'enduit graissé. Et l'enduit graissé, c'est vraiment que la chaux grasse, alors que dans le stuc, il y a aussi du talc pour que ça brille. Il y a également des pigments, alors que là, on a le choix. Enfin, dans l'enduit graissé, on peut le faire coloré ou blanc. Donc, les stucs. Et puis, dans tout ce qui est peinture minérale, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais dû mettre peinture minérale. On a évidemment toute la gamme des laits de chaux, ce qu'on dit en général, lait de chaux. Donc, le plus épais étant le chaulage. Après, il y a le badigeon et la collature, qui est une variante du badigeon. La collature étant un badigeon dans lequel on met une charge en plus, c'est-à-dire du marbre très fin, impalpable, on dit. C'est-à-dire qu'on ne sent pas du tout de grain entre les doigts. Et ça permet de faire un badigeon qui est un peu plus stable. Bon, ceci dit, un badigeon normal, c'est stable. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça sécurise légèrement l'application. Ça fonctionne bien, c'est plus couvrant. Ça a les mêmes effets esthétiques que le badigeon, donc il n'y a pas d'inconvénient. Après, quand on dilue un peu plus, parce que c'est qu'une dilution d'eau qui va faire la différence, on passe donc du badigeon à l'eau forte et de l'eau forte à la patine. Et après, on a une autre famille de peintures minérales qui sont les peintures silicates, dont le silicate de potassium, qui sont intéressantes, ces peintures-là, dans le sens où on peut avoir un aspect mat comme le badigeon. On aura par contre beaucoup moins de nuances, puisqu'on n'aura pas tellement de possibilités de les fabriquer nous-mêmes. Je n'ai jamais rencontré de formateur qui donne des recettes très fiables là-dessus. Et donc, par contre, on va pouvoir faire des patines avec la peinture silicate. Et donc, elle accroche sur tous les supports minéraux, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que si je prends vraiment une patine, par exemple, pour la pierre de taille, c'est vraiment une patine, alors on appelle ça micronisée, c'est-à-dire que le mélange de base est vraiment de l'ordre du micron, je ne sais pas, mais de quelques microns, mais il est tellement fin que vous arrivez à poser cette patine silicate donc sur une pierre de taille sans modifier du tout la texture. Et si vous le posez même sur un enduit, quand vous allez passer c'est pas du tout là j'ai mis peinture, mais oui, en fait j'ai mis patine aussi en bas. Hein. Donc quand on fait une patine silicate et non pas une peinture, on arrive vraiment à changer la couleur du support sans changer du tout la texture. Moi, j'ai eu passer des fois une patine silicate sur un enduit qui avait des problèmes d'efflorescence blanche. Et on avait l'impression de passer une gomme, quoi. C'est-à-dire que l'enduit changeait de couleur, mais la texture restait absolument la même. Sur la pierre de taille, ça a comme avantage que plutôt que de trop nettoyer, de forcer et de sabler finalement, on va abîmer la pierre. On a enlevé, évidemment, on a nettoyé comme il faut le plus possible la pierre, mais il peut arriver qu'il reste des fantômes un petit peu de salissure. Et auquel cas, à un moment donné, on peut décider de s'arrêter, de ne pas agresser la pierre et de préférer passer cette lasure. C'est vraiment une lasure silicate parce que techniquement, elle ne pose pas de problème. On pourrait d'ailleurs passer tout à fait une eau forte également. L'eau forte ayant d'ailleurs peut-être l'avantage de remplir la porosité de la pierre et d'éviter que la place soit libre pour que la pollution aille s'y mettre. Ça m'est arrivé sur Carcassonne de faire ça pour éviter dans des centres historiques où il y avait quand même de la circulation, de remplir les pores en fait avec une eau forte, donc un badigeon dilué, et quitte à donner un coup de brosse souple, pas dur, hein, en surface pour enlever ce qui pourrait cacher un petit peu l'aspect pierre, et puis laisser du coup le badigeon dans les creux pour à la fois un peu uniformiser la teinte et en même temps oui, voilà, bon, faire une protection. Et au niveau chimique, on sait bien que de toute façon, la chaux aérienne, c'est l'équivalent du calcaire, hein, donc il n'y a pas c'est 100% compatible. La peinture silicate, elle, va accrocher sur tous les supports minéraux, y compris d'ailleurs sur du béton, y compris sur des enduits ciment. Si pour une raison ou une autre, on doit garder des enduits ciment ou sur un alignement en centre historique, c'est toujours plus intéressant de mettre, enfin, il est déconseillé même carrément de mettre un badigeon, puisqu'il va tenir beaucoup moins longtemps parce qu'il ne va pas trouver assez de porosité
sauf quelques cas rares où on peut avoir des ciments qui n'ont pas été trop dosés, et auquel cas il y a une porosité qui permet d'accrocher le badigeon. Mais sinon, on fait une lasure silicate et ça permet vraiment d'harmoniser, d'autant plus qu'on peut faire par-dessus la peinture silicate une lasure ou une patine en fait, hein, qui va nuancer et rapprocher un petit peu la peinture silicate de l'aspect des nuances naturelles du badigeon. Mais bon, il y a quand même des différences et on a le risque avec une peinture silicate, même si techniquement c'est bon parce que ça ne bloque pas l'humidité dans le mur, on a toujours le risque, puisque c'est un produit industriel, d'avoir quelque chose de très régulier qui donne vraiment un aspect peinture. Là, je vous parle plus de support pierre de taille, hein, je vous parle de support en enduit, mais un peu trop régulier finalement et moins intéressant esthétiquement, qui se font moins quoi, dans le paysage. D'ailleurs, en Italie, quand ils font même des badigeons, ils font toujours par-dessus ce qu'on appelle des voiles, des vélatures, qui font que ces jus très dilués donnent l'aspect d'une façade ancienne qui aurait vieilli et qui font que quand on passe devant, on n'est pas capable de savoir quelle façade vient d'être refaite, quoi. Donc, c'est cette logique-là, en fait, de nuances qu'on rapporte parce qu'on n'a pas la patience d'attendre qu'elle se fasse au bout de 10, 15 ou 20 ans ou plus. Sachant que le badigeon est une peinture qui est très durable, beaucoup plus facile à entretenir que toutes les peintures organiques à base de pétrole et de résine en général qui s'altèrent aux UV, alors que tout ce qui est minéral, que ce soit le silicate ou le badigeon, n'est pas sensible aux UV, évidemment. Alors, les murs sur lesquels, par défaut, je suppose que je vais appliquer ces enduits-là, est-ce que vous avez des questions éventuellement sur le point précédent? Donc, sur cette partie-là? Non? C'est bon. C'est bon? Bon, je continue alors. C'est très dense, hein, Luc, mais ça va. Oui, la difficulté, si tu veux, enfin, tu le sais, c'est que je peux faire moins dense, hein, mais là, c'est vraiment pour vous donner une idée d'ensemble des techniques adaptées aux façades dans les centres historiques. En général, donc sur des supports anciens, même si j'aborde pas en fait, par exemple, le fait de traiter une façade, y compris neuve, dans les centres historiques, hein, c'est un autre problème. C'est plus des questions d'esthétique dans ce cas-là, ou même d'abord de typologie, comme d'habitude. On peut y compris avoir du moderne. C'est hors sujet pour moi, là, dans l'immédiat. Là, c'était vraiment pour vous donner le maximum de vue d'ensemble sur les techniques adaptées qui ont été validées, quoi, hein. Vraiment, ce n'est pas des choses théoriques, hein, c'est des choses que j'ai vues sur des chantiers. Et en vous donnant le plus possible des conditions de mise en œuvre, dans quel cas on met en œuvre, on ne la met pas. Par exemple, le badigeon, il faut qu'il y ait de la porosité, hein, pour mettre un lait de chaux, quel qu'il soit, sur un support. Ça suppose que le support est poreux. S'il n'y a pas de porosité, ce n'est pas cohérent. Et voilà. Donc, je continue. C'est bon pour vous? Donc, je suppose que je suis sur des supports. Alors là, c'est un peu exagéré, mais il y a énormément là, dans ce cas-là, on est carrément à 50% de contact. L'enduit, il sera 50% de la surface en contact avec de la terre crue, et puis même pas 50% dans ce cas-là, d'ailleurs, de pierre. Là, c'est un peu pareil. Là, c'est des cas extrêmes. La plupart du temps, on est quand même plutôt sur un quart ou même des fois un peu moins. Donc, je suppose que ce type de mur, donc c'est un peu exagéré puisque c'est le cas extrême où on a beaucoup de contact entre le mortier de hourdage en terre crue et l'enduit qu'on va mettre par-dessus. Donc, la plupart du temps, c'est évidemment beaucoup moins que ça. Et donc, je continue puisque là, j'aborde le premier point technique qui serait dans quel cas je fais des joints et comment je les fais. Là, je suis dans des cas où je peux... c'est ce qu'on aurait tendance à appeler des enduits à pierre vue, hein. Alors là, bon, évidemment, il y a la chaîne d'angle qui est visible, ça, il n'y a pas de problème. On a quelques pierres qui affleurent, en sachant que je suis presque sûr, si vous pouvez me démontrer l'inverse, ça m'intéresse aussi, je suis presque sûr qu'il n'y avait pas d'enduit à pierre vue en dehors de la chaîne, hein, à l'origine. C'est-à-dire quand on faisait ça, on faisait un enduit, on s'arrêtait, bon d'accord, on se mettait au niveau des pierres. S'il y avait des pierres légèrement en avant, bon pourquoi pas, elles pouvaient affleurer.
mais la plupart du temps, on passait dessus. Et c'est seulement, en fait, parce qu'au bout de 50, 100 ans, les parties qui étaient les plus fines sur des pierres et qui étaient parallèles à la surface de l'enduit ont fini par s'altérer, sont tombées, et finalement, comme ça, on a des pierres qui apparaissent. Mais la plupart du temps, on ne voit jamais, comme on le voit quand on essaie aujourd'hui de faire des enduits à pierre vue, on ne voit jamais d'enduits en surépaisseur qui viennent faire un petit retrait au niveau de la pierre pour montrer la pierre, quoi. Donc ça me paraît évident. On faisait en fait un enduit général, pas un enduit couvrant, parce que souvent ça pouvait être fait y compris par le propriétaire, le paysan par exemple. Donc c'est pour ça qu'on différencie des fois des techniques artisanes et des techniques paysannes. Artisane, ça suppose que il vend à un client un produit fini et donc il est capable d'aller chercher, s'il ne l'a pas sur place, les matériaux dont il a besoin, y compris un sable qu'il va chercher plus loin que le sable qui est à côté du village. Alors que par définition, le paysan, quand il faisait lui-même les travaux, prenait le premier sable qu'il avait sous la main et puis trouvait des techniques pour le faire fonctionner, quoi. C'est ce qu'on va voir avec les enduits fouettés. Et donc, dans ce cas-là, il ne se lançait pas dans un enduit taloché régulier, parce que d'abord, il ne savait pas le faire. Le but était seulement d'empêcher des infiltrations d'eau, éventuellement de faire un peu plus propre, parce que si l'enduit d'avant avait été dégradé, bon, ça faisait toujours mieux d'avoir un enduit, un enduit comme ça à joint plein, même c'est plus que des joints pleins, quoi. C'est vraiment c'est déjà un enduit quand même, hein, puisqu'il couvre la plupart des pierres, et puis il s'arrête juste au niveau des pierres les plus en avant. Et après, il s'altère. Bon, les couleurs provenant à la fois de la couleur du sable, mais souvent, presque plus d'une fois sur deux, de la terre qui était à l'intérieur du sable. C'était des sables terreux. Donc, c'était jamais, là aussi, c'est un défaut que l'on a. Nous, quand on regarde ça, on va avoir à la fois la richesse des textures, les différents sables qui composent, quand on regarde de près, le mortier qu'il y avait là. Ce n'est pas un seul sable, évidemment, comme aujourd'hui, on va chercher un sable et on fait le mortier avec. On avait différents sables, ou un sable du moins qui était mélangé de différentes couleurs de pierre, par exemple. Et on avait souvent des sables terreux. Et ils n'allaient pas chercher, d'abord, ils n'avaient pas de sable propre, lavé. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le problème inverse. On n'a pas de sable qui soit terreux. Enfin, si on veut des couleurs terre, on est obligé de rajouter la terre. Et donc, on avait ces résultats-là, plus l'altération qui s'est faite naturellement, et parfois aussi ce qu'on appelle des patines éoliennes, c'est-à-dire un aspect terre crue qui s'est posé sur l'enduit. Et c'est facile à voir, puisque dès que l'on casse un endroit, ou qu'on trouve un endroit altéré, on se rend compte que l'enduit derrière, s'il y a un endroit qui se casse, on le prend, on regarde derrière. S'il a la même couleur que devant, c'est que c'était du sable qui était dans la masse du sable qu'on avait utilisé. Si par contre la couleur terre n'est que en surface, c'est donc une patine qui s'est faite naturellement dans le temps. Et ce n'était pas une patine qui avait été posée volontairement au début pour des raisons esthétiques, parce qu'on trouvait ça joli, quoi. En gros, on ne se posait jamais cette question-là. On utilisait les matériaux locaux et on faisait avec. Et leur richesse, leur diversité, leur variabilité naturelle faisait que, plus les altérations qui sont venues après dégrader la chaux et faire ressortir encore plus les charges, font qu'aujourd'hui on arrive et on trouve ça très beau. Mais parce que ça met en valeur cette diversité de minéraux et de couleurs, etc. Mais ce n'était pas une recherche, une élaboration comme on est obligé aujourd'hui de le faire si on veut vraiment avoir ce résultat-là. L'autre hypothèse, c'est éventuellement des joints pleins. Ceux-là sont à peu près bons, je dirais. Bon, il y a quelques endroits où on voit qu'il y a un très léger retrait du mortier, mais en gros, c'est plutôt du joint satisfaisant dans le sens où il est d'une couleur qui ne tranche pas trop par rapport à la terre, à la pierre, pardon, qui est d'ailleurs une couleur terre. Là, il y a des nodules blancs. Alors, les nodules blancs, c'est c'est pas une polémique, mais c'est un critère qui n'en est pas un. C'est-à-dire qu'on trouve effectivement dans les vieux enduits des nodules blancs. C'était plutôt un critère, une preuve de mauvaise cuisson de la chaux, soit des incuits, soit des surcuits. Et ça faisait ces petits grains blancs. Donc aujourd'hui, si on veut avoir ça, en fait, on fait du faux. On fabriquera des morceaux de chaux comme ça, mais pour que ce soit pas on ne va pas évidemment mettre de la chaux vive, sinon ça va éclater l'enduit. Ce que font les entreprises monuments historiques, c'est que dans ces cas-là, elles prennent de la chaux hydraulique, NHL 3,5, la plus blanche possible. Ils la mélangent en pâte pure, sans sable,
avec de l'eau, ils font une pâte, ils étendent ça sur des tôles, sur n'importe quoi pour que ça sèche, et après ils la brisent pour retrouver ces petits morceaux cassés, et ils en mettent une certaine quantité dans les gâchets. C'est parce qu'en général, c'est à la demande, mettons, des Bâtiments de France qui ont dit on veut que vous retrouviez cet aspect-là. Mais pour être sûr qu'il n'y a pas de problème technique derrière, ça suppose que l'on a vraiment mis des morceaux de pâte de chaux qui ont déjà fait prise et qui sont stables quoi, et inertes. Donc là, on voit des joints qui ont été faits. Là, je ne donne pas d'avis sur le fait est-ce qu'on aurait dû ou pas refaire des joints, puisqu'il faudrait voir la façade dans son ensemble pour avoir des critères architecturaux. Là, c'était plutôt pour montrer le fait que si l'on en arrive à la conclusion qu'on veut faire des joints et pas faire d'enduit, on va faire dans tous les cas des joints pleins, à la fois parce qu'esthétiquement, c'est quand même le plus intéressant d'avoir un fondu le plus possible et de ne pas souligner chaque pierre. C'est-à-dire que si par hasard, il y a quelques pierres qui disparaissent dessous, ce n'est pas grave, hein, elles passent dessous. Si elles sont en retrait, elles restent derrière. Et l'autre aspect, c'est de chercher une couleur de mortier qui ne soit pas trop loin, qui fasse un fondu un peu avec les tons des pierres. Là, c'est un peu dans les bruns quand même. Et qui font que l'ensemble fait le but étant toujours de faire un effet d'ensemble, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un défaut dans le fait soit de faire des joints qui ont une couleur qui tranche trop, parce qu'ils vont détacher chaque pierre, et donc on perdra l'effet d'ensemble, plus le fait que le retrait va faire à chaque fois un effet d'ombre comme ça, qui va lui aussi accentuer le côté pierre une à une, qui n'est pas dans la logique du tout de l'effet d'ensemble que l'on recherche en général. Autre cas problématique qu'on peut avoir, par contre, quasiment irrémédiable, c'est si les joints ont été refaits. À la limite, là, ils ont été là aussi bien refaits au niveau de leur niveau. Ils sont au niveau des pierres. Le problème, c'est que c'est du ciment et que ce ciment-là, je ne pourrais pas l'enlever sans altérer vraiment les pierres, d'autant plus si elles sont tendres. Si elles sont très dures, à la limite, je vais y arriver. Ça sera de toute façon très difficile. Et donc là, je suis dans une situation où mes pénétrations d'eau qui auront toujours lieu, là, on voit déjà, par exemple, qu'il y a une pierre en retrait, il y a une fissure tout le long. L'eau, quand elle va couler le long de la façade, elle va rentrer, mais elle ne pourra plus sortir. Donc, c'est toujours la même question. Non pas comment j'empêche l'eau de rentrer, mais comment je la laisse sortir. Donc là, voilà. C'est juste pour traiter le point, je rejoins une façade, je décide que je ne mets pas un enduit par-dessus. Entre autres critères, on le sait, c'est le fait que des fois, les encadrements sont au même niveau que les pierres du mur, alors que quand ils ont été taillés volontairement en relief, c'est que forcément, on avait en général anticipé le fait qu'il y aurait un enduit et que donc les encadrements resteraient comme ça. Donc voilà, donc je passe sur cet aspect-là architectural, puisque c'est pas... Si j'aborde tout, je ne peux pas y passer une heure, ce n'est pas possible. Ça fait une heure et quelques même. Les enduits donc fouettés. Alors les enduits fouettés, ils se prêtent par la texture qu'ils ont déjà à faire des décors qui sont faits dans la pâte fraîche. C'est-à-dire que tant que je fais mon enduit fouetté partout, avec une truelle, je vais serrer l'enduit. On voit que c'est toujours en retrait les zones lisses. Elles sont en retrait par rapport aux zones. On n'est pas venu faire le fouetté autour, quoi, hein. Sinon, en théorie, ça serait possible en mettant un cache, hein, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, on le voit, on se rend vraiment compte, on voit on voit vraiment la pâte qui est écrasée et qui passe dans la zone lisse. Et là, il y avait en plus, comme vous le devinez, des tracés dans l'enduit lui-même, ce qu'on appelle des engravures. Et il y avait peut-être, mais ça, c'est plus visible, il y avait peut-être des couleurs différentes. Je crois que ce sont des instruments de musique, plus ou moins. Il me semble que là, plus ou moins, il y a un violon. Mais là, je ne sais pas, hein, s'il y avait des couleurs ou pas. Tout ça pour dire que, première chose, ça se prête à des dessins qui vont profiter de la différence entre texture, zone texturée et zone lisse. Alors, quand on les observe, qui sont de vieux enduits faits au balai, il y en a certains qui sont presque à la terre crue. Là, il y a encore les nodules de chaux. Mais les nodules, ce n'est pas ça qui fait tenir l'enduit, hein, puisque par définition, c'est au contraire de la chaux qui, au lieu d'être partout, est en petits paquets comme ça. Donc, il y avait peut-être peu de chaux en plus, mais n'empêche que, bon, selon l'exposition à la pluie, ça peut tenir longtemps quand même. Alors, à l'origine, en fait,
l'enduit fouetté, pourquoi il a été inventé? C'est parce qu'on n'avait que des sables terreux. Donc, un sable où il y a beaucoup de terre dedans, ou des fois une terre sableuse, hein. Quand il y a beaucoup de terre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fines, et s'il y a beaucoup de fines, dès que je me mets à talocher, je fais remonter l'humidité, l'eau qui est dans le mortier, et j'ai des fissurations de retrait qui apparaissent quand mon enduit a séché. Donc, la seule façon de ne pas avoir de fissures de retrait, c'est de jeter le mortier, de le talocher, mais rapidement, sans insister plus. Et alors, c'est là où il y avait deux solutions. Soit je tapais après dessus, plutôt que de talocher, de bien serrer. Soit je tapais dessus avec une branche pour faire l'empreinte, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Soit carrément, je posais ma finition, c'est-à-dire je faisais un mélange assez liquide en finition. Là, on devine plus ou moins que dessous, il y a une couche dessous qui était là, avant celle-là, qui est plus ou moins talochée, qui, elle, pouvait fissurer, même si elle était avec le même mortier qui avait trop de parties fines. Mais ce n'était pas grave à la couche de dessous, le corps d'enduit, ce n'est pas très grave s'il fissure un petit peu, puisqu'il va y avoir une finition par-dessus qui va venir boucher les fissures. Par contre, en finition, des fissures, ça pose un problème, ça va être des pénétrations d'eau. Donc là, j'applique à l'époque, au départ, je faisais mon corps d'enduit de toute façon, et je faisais ma finition en faisant un mortier plus liquide que j'appliquais à la branche et puis je ne touchais plus. Et c'est le fait de ne pas venir resserrer qui faisait que j'arrivais à avoir une prise de l'enduit sans avoir de fissures. C'était quand même délicat, hein, parce que c'est une question d'équilibre entre... Il faut qu'il y ait un petit peu de charge pour faire un squelette, finalement. Et il faut qu'il y ait beaucoup de fines pour avoir un aspect qui colle. Je suis arrivé à retrouver des formules comme ça qui fonctionnent à partir de matériaux du commerce, mais je suis obligé de prendre... Alors moi, je suis dans une région calcaire où il y a du calcaire tendre, qui est vendu comme concassé pour faire, je ne sais pas, des terrains de boules peut-être, ou je ne sais pas quoi, et pas pour les façades spécialement, mais du coup, c'est une charge qui est vendue telle quelle et qui contient énormément de parties fines. Donc, ces fines m'apportent l'aspect, le côté qui va coller, et puis je mets avec un sable cru qui est plutôt du 0,1 qui va jusqu'à 1 mm, et ce sable cru, il va apporter un petit squelette. Et ça va me permettre de faire des enduits que je peux poser à la branche comme ça. C'est un peu délicat, donc, puisqu'il faut trouver vraiment l'équilibre. Aujourd'hui, les artisans qui font ça, d'abord, il y en a très peu, mais quand ils font ça, ils ne prennent pas le risque d'appliquer le mortier à la branche. Ils font en fait une finition comme d'habitude, éventuellement juste légèrement un peu plus d'eau pour qu'elle soit un peu plus liquide. Et puis, ils tapent dessus, taloche grossièrement, et puis il tape dessus pour faire l'empreinte. On va le voir hein, sur des photos. Ça, c'est d'autres photos de près sur un bandeau vertical. On voit bien la dépression entre l'enduit fouetté très érodé. Hein. Là, c'est sur Saint-Guilhem-le-Désert. On avait même sur les parties qui avaient été posées en retrait, enfin serrées en retrait, on avait un badigeon blanc, pratiquement du chaulage. Là, c'est un autre exemple on ne voit pas bien, mais il y avait un genre j'allais dire cadran solaire, mais je ne suis pas très sûr. En fait, plutôt une rose des vents, quelque chose comme ça, qui était là aussi tracée dans le mortier frais. C'est la logique de cette technique-là. Donc, cette technique, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'elle se faisait au début parce que l'on avait des sables terreux. On peut la refaire aujourd'hui, y compris des sables non terreux, pour des raisons de sécurité de travail et d'assurance du travail, pour ne pas prendre le risque que ça fissure et qu'il faille refaire le travail. On fabrique des balais avec différents végétaux. En fait, ce qui marche le mieux, c'est le cyprès. Le genêt, certains artisans tapent sur la façade avec. L'olivier, ça peut marcher aussi. Ça fait des empreintes différentes, en fait. Mais le cyprès, c'est vraiment ce qui est le plus facile à trouver, souvent. Sauf qu'il m'est arrivé une fois sur une façade vers Paris où, quand j'ai voulu montrer comment on faisait avec du cyprès, on n'a pas trouvé de cyprès. Mais bon. Là, j'ai mis cyprès, mais en fait, c'est du thuya, ce n'est pas du cyprès. Et sur les vieux enduits fouettés qu'on observe, on a cette logique-là, c'est-à-dire que j'ai le mortier de hourdage à couleur terre, j'ai le corps d'enduit qui est couleur terre ou pas, selon les cas, mais qui est un peu monomasse finalement, qui rentre entre les joints.
Et puis j'ai la finition qui, elle, est couleur terre, parce qu'on a vraiment ce mortier avec beaucoup de terre crue à l'origine, hein, dedans. Et il est appliqué, lui, à la branche directement. Et j'ai vu cette finition, des fois, appliquée comme on aurait donné un coup de badigeon, c'est-à-dire sur une façade qui avait des décors qui étaient derrière et qui a été remise un petit peu à neuf, si on veut, en appliquant tout simplement un enduit fouetté partout, comme on aurait appliqué un badigeon. Sauf que l'enduit fouetté, c'est quand même une finition avec, disons, 4 à 6 mm de mortier, de matière, qui va forcément beaucoup plus cacher les irrégularités du support. Là, c'est le cas où je l'ai fabriqué avec des mortiers, avec des matériaux du commerce. Hein, donc, la pierre concassée qui donne l'aspect beige, et puis les petits grains qui donnent d'un sable cru, qui donnent un peu le squelette. D'accord. Donc là, c'est le même. Alors, dans ma logique, toujours pareil, de couleur qui soit cohérente avec la technique d'origine, si je fais un enduit fouetté, comme je l'ai vu juste avant, là, qui est beige, je vais facilement, avec une terre locale, pouvoir lui faire une patine à frais pour lui donner un aspect de couleur de terre, tout simplement. Personnellement, je trouve que c'est intéressant de relier, d'ailleurs, dans les dernières palettes que je faisais, je reliais toujours je donnais des couleurs, en fait, par technique. Je ne donnais pas une palette qu'on pouvait interpréter dans n'importe quelle technique. Je donnais une technique. Les enduits fouettés, ils avaient des couleurs terre. Les enduits talochés, ils avaient des couleurs de sable. Les badigeons, évidemment, ils pouvaient avoir des couleurs de pigments, eux, puisque c'était la seule technique, finalement, historique dans laquelle on mettait des pigments. On ne faisait à l'époque jamais de teinte de mortier en masse. Quand on voulait faire une teinte de mortier, une couleur, pardon, très colorée en façade, on faisait un enduit avec un sable, quelle que soit sa couleur, et on faisait une patine par-dessus. En Italie, ça se fait encore. Hein. Vous trouvez la technique traditionnelle, si vous voulez, c'est vraiment la patine pour donner des couleurs. Et l'intérêt, c'est qu'en plus, avec une patine, vous arrivez vraiment, pratiquement, si vous le voulez, à la couleur du pigment pur, donc vraiment à saturation. Alors que si on est avec une teinte où on met le pigment dans la masse du mortier, on ne pourra jamais arriver à saturation. Et en plus, on perdra complètement tous les effets de transparence que l'on peut avoir avec une patine. Donc, historiquement, c'est sûr, il n'y avait pas de teinte en masse autrement que par les charges. Évidemment, il y avait des teintes en masse, mais que par le sable, la terre cuite, éventuellement, des choix éventuellement de matériaux du sable, finalement. Mais les teintes par des pigments ne se faisaient qu'en surface, soit par des peintures couvrantes comme des badigeons, soit par des patines quand on voulait des choses beaucoup plus nuancées, ou par des stucs éventuellement. Là, on a un exemple beaucoup plus, enfin, pas très vieux, toujours à Saint-Guilhem-le-Désert, l'artisan de la région qui fait des enduits fouettés au balai a fait, donc moi je lui avais donné comme règle du jeu seulement de faire une teinte. L'enduit fouetté, bon, ça il avait choisi avec le client. C'était la technique en fait de référence que j'avais observée en faisant l'étude sur Saint-Guilhem. Donc ça, bon, les deux étaient d'accord pour ça, autant l'artisan que le propriétaire. Et comme couleur, je lui avais dit, ben, moi la couleur, ça m'est égal, suffit que tu fasses une couleur qui soit une patine à la terre. Et donc il a trouvé, alors là, bon, évidemment, c'est un artisan malin, donc il a trouvé, j'avais vu ça, effectivement, une veine de terre un peu jaune qui était à quelques kilomètres de Saint-Guilhem-le-Désert, parce que l'environnement autour n'est pas du tout dans ces couleurs-là. Mais bon, à partir du moment où on est avec des matériaux naturels, on ne va pas risquer de faire des choses aberrantes, quoi. Même si on se permet un peu de sortir du strict environnement, paysage local, on va quand même faire des choses qui, parce qu'elles seront basées sur des matériaux naturels qui ne viennent pas non plus de 100 km, auront le maximum de chances de fonctionner, quoi. Esthétiquement, je parle. Hein. Et là, il avait également volontairement refait tous les décors et toutes les façons de faire. Là, par exemple, l'encadrement, il est seulement serré. Je pense même, là, je ne sais pas en fait, je pense qu'il a graissé dans ce cas-là. Les enduits graissés, on va le voir après. Ça veut dire qu'en fait, on prend de la chaux grasse et on la fait rentrer dans l'enduit. Hein. Et il a fait volontairement, vous le voyez, c'est un peu bosselé. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable de faire des choses tirées au cordeau, c'est simplement parce que dans l'esprit de la technique, il voulait vraiment retrouver ce côté fait à main levée, et travailler les décors aussi dans la pâte fraîche. Alors là, j'aborde plutôt les enduits graissés.
Alors, graisser, comme je vous disais, ça vient du fait qu'on utilise une chaux grasse, c'est-à-dire une vraie chaux en pâte. Une vraie chaux en pâte, ça suppose donc une chaux vive que l'on a éteinte, qui est devenue de la pâte et que l'on a laissé s'améliorer en fait dans le temps. Elle mûrit d'une certaine façon pendant minimum 1 an. Les Italiens, ils vendent des chaux qui sont garanties 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ils immobilisent, ça veut dire, cette pâte dans des bassins. Ça veut dire que pendant 3 ans, le bassin, évidemment, est occupé, est inutilisable pour autre chose. Et donc, du coup, évidemment, elle est plus chère. Mais il y a une qualité, alors qui n'est pas toujours perceptible, évidemment, qui est perceptible seulement quand on est dans des techniques pointues, le marmorino, éventuellement le stuc. Si vous avez affaire, mettons, à quelqu'un qui fait un cadran solaire, faire un cadran solaire autrement qu'avec une chaux en pâte, c'est du masochisme parce que la chaux en poudre, même aérienne en poudre, va vous donner des réactions, du temps de travail beaucoup trop court. Il n'y a pas un confort de travail que l'on a avec le mortier de chaux en pâte que l'on aura vraiment appliqué et travaillé à frais. Ça, tous les artisans qui travaillent les techniques les plus pointues à la chaux travaillent systématiquement à la chaux en pâte. Donc, je suis désolé, hein, je n'ai vraiment pas fait attention au fait que ça dérapait. Non, mais Luc, c'était pratiquement impossible ce que tu. Oui, moi, pour avoir suivi une de tes formations sur 2 jours, tu ne peux pas résumer en. Voilà. Donc, c'était une super idée, ça donne envie, mais voilà. Ouais, je suis désolé, j'ai cru que tellement d'infos. Bah, non, mais ça donne envie à tout le monde de se former ensuite, c'est l'idéal, mais. Voilà, et ça montre que c'est un sujet complexe, qu'il y a une vraie technicité à avoir, c'est déjà l'essentiel.